Mesdames et messieurs, je vais vous proposer de prendre place. Je vais proposer à nos intervenants de rejoindre le pupitre. Vous voudrez bien excuser ce petit temps de démarrage que nous vous avons imposé. Vous l'avez compris en arrivant, rejoindre notre CCI, rejoindre n'importe quoi dans Clermont-Ferrand, de toute façon, est une véritable gageure. Donc, merci à vous d'avoir réussi à nous rejoindre. Nous allons avoir eh bien, d'autres participants qui vont nous retrouver au fur et à mesure pour partager avec nous ce moment qui va être animé par Marc Chamorel, que je remercie encore de sa présence, avec eh bien, l'intervention de nos experts. Messieurs, merci encore une fois d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu. Pour ma part, je m'appelle Marie-Luce Boson, je suis chef d'entreprise. Je suis secrétaire générale de cette chambre de commerce et d'industrie, présidente de la commission création reprise d'entreprise. Et cette reprise d'entreprise est un sujet qui a toujours été majeur au sein des chambres de commerce, avec eh bien, tous les ans, lorsque nous organisons cette conférence, une thématique différente. Et cette valorisation nous paraissait aujourd'hui un sujet relativement majeur. Si Marc veut bien arrêter un peu de partager tout, de sauter partout, et voilà, ce sera une bonne chose. Merci. Et cette valorisation des entreprises, qui est souvent un véritable questionnement au moment de la session, eh bien, c'est avec vous, messieurs, qu'on va l'aborder, que ce soit au travers des experts qui vont vous faire partager ce savoir-faire qui est le leur, mais également au travers eh bien, de l'illustration qui va être apportée par les témoins. Et une manifestation co-organisée avec Réseau Entreprendre, que je remercie encore une fois de cette participation. Alors, la transmission, forcément, un enjeu majeur pour notre territoire, pour tous les territoires, mais pour le Puy-de-Dôme et plus largement l'Auvergne, bien sûr. Processus qui est souvent long, complexe, qui n'aboutit pas toujours non plus. Et je pense que peut-être aurez-vous, à la fin, lors du débat et des échanges avec vous que Marc animera, eh bien des commentaires à faire ou des exemples à nous faire partager. En attendant, je vais vous souhaiter un bon temps d'échange. Cette chambre est votre chambre, c'est la maison des entreprises et c'est ce que vous aurait dit notre président Claude Barbin. Donc un grand merci Marc, un grand merci messieurs pour les témoignages que vous allez apporter et qui, je l'espère, eh bien, contribueront à alimenter votre réflexion. Merci à vous. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je me présente également, Marc Chamorel, donc je suis le directeur de la rédaction du magazine Reprendre et Transmettre, qui était à votre disposition à l'entrée de la salle. Et puis, eh bien, je suis le co-organisateur de ces conférences avec, en l'occurrence, le réseau consulaire qui nous accueille un petit peu partout en France depuis, Marie-Luce, hein, ça doit faire à peu près une bonne vingtaine d'années. Et je dois dire que la CCI Puy-de-Dôme, je ne l'oublierai jamais, a été l'une des premières CCI à nous ouvrir ses portes. Je crois que c'était en 2003 ou 2004. Donc, on fête quelque part nos 20 ans de partenariat ce soir. Et donc, encore un grand merci à l'équipe de Marie-Luce Boson, à Noël Petit également, qui anime toute le service transmission reprise à la CCI. Julie Cardozo aussi, parce que c'est un travail d'équipe, hein, qui a été la courroie de transmission, si je puis dire, pour faire de notre réunion de ce soir, eh bien, je l'espère, une belle réussite. Alors, comme à notre habitude, hein, on a des experts, on a des témoins. Je vais vous les présenter. Je voudrais peut-être avant, au titre des remerciements, remercier également 2 réseaux d'accompagnement, hein, qui sont, j'ai envie de dire, aux côtés de la CCI. Hein, ce sont autant de guichets, entre guillemets, qui sont là pour accueillir de futurs cédants, de futurs repreneurs.
Je voudrais remercier tout particulièrement Stéphane. Où est-ce qu'il est? Stéphane Honora. Voilà, il s'est mis au fond de la classe, Stéphane. Vie panoramique. Stéphane Honora, qui est le délégué du club de l'association des cédants et repreneurs d'affaires, hein, qui existe depuis plus de 35 ans et qui est un formidable, je le dis parce que je les rencontre partout en France, un formidable facilitateur, hein, de relations, de mise en relation entre des cédants et des repreneurs. Stéphane est le délégué, puisque l'association est vraiment dans une logique de proximité. Hein. Combien de délégations sur toute la France, Stéphane? Ah, 250 délégués, mais il n'y a pas 250. Voilà. Ancien conseil, exact. Très bien. Donc, n'hésitez pas à aller au-devant de ces délégués locaux, hein, qui sont là justement pour faciliter, faciliter les mises en relation. Vous allez le comprendre ce soir, c'est un marché encore, moi ça fait plus de 20 ans que j'anime des conférences sur ces sujets, c'est un marché qui restera, je pense, encore longtemps très souterrain. Et c'est toute la difficulté. Hein, les cédants, ils ne sont pas dans un catalogue. Souvent, j'ai des repreneurs qui me disent, ben alors, on les trouve où ces entreprises à vendre? C'est évidemment l'une des difficultés d'un marché dans lequel ben voilà, les cédants sont soucieux de confidentialité, pour ne pas dire pour certains de secret. Donc, ça augmente évidemment la difficulté de pouvoir les identifier pour les repreneurs. Mais fort heureusement, il y a un certain nombre de structures. On a parlé de la CCI, on a parlé de ce réseau, de ce premier réseau d'accompagnement, le CERA. J'en cite un autre, le réseau Entreprendre Auvergne. Je ne sais pas s'il y a un représentant de réseau Entreprendre. Je crois que Hélène Griveaux n'était pas disponible pour être parmi nous ce soir, mais voilà, j'ai envie de dire, une autre porte à laquelle aller frapper si vous êtes, en l'occurrence, un futur repreneur, puisque l'une des vocations de Réseau Entreprendre, eh bien, c'est d'accompagner des porteurs de projets repreneurs dans leur reprise en mettant à leur disposition. Je ne sais pas si Cédric Berthomeuf peut nous en dire un mot. Du Réseau Entreprendre ? Oui. Alors, de l'accompagnement. Quels sont les deux grands bénéfices à attendre? Parce que là, on est là pour parler pratico-pratique. Les deux bénéfices à attendre du fait d'être lauréat Réseau Entreprendre? De découvrir ce marché souterrain, parce qu'effectivement, on se confronte à un inconnu, et donc il nous ouvre ses portes et un accompagnement. Après, moi, je n'ai pas été avec eux le Réseau Entreprendre, mais j'avais pris contact avec eux sur un autre dossier, et j'avais un peu amorcé avec eux au départ. Voilà. Voilà, et donc concrètement, hein, les apports du Réseau Entreprendre, ben, d'une part, c'est de faciliter la mise en relation avec les prêteurs, hein, avec les financeurs, c'est important. Ils mettent à la disposition des repreneurs un chef d'entreprise en exercice qui va l'accompagner pendant au moins ces 2 premières années. Ça aussi, c'est du concret. Et puis, petit coup de pouce au plan du financement, hein, puisque il y a des prêts d'honneur qui sont... Ouais, Stéphane? Oui.
l'isolement du chef d'entreprise. Ah, Michel. Ben, complètement, mais le CERA est à la fois sur les cédants, sur les repreneurs. Je dirais que la spécificité de Réseau Entreprendre, c'est de n'accompagner pour le coup que des repreneurs. Ils ne sont pas sur le versant cédant, si je puis dire. Michel, un mot sur… Alors, ce qu'a dit Stéphane, c'est vrai. Oui. Ah bon? Non, c'est vrai, c'est la suite en fait. C'est la suite. Et alors moi, le seul mot, c'est qu'en faisant partie du réseau Entreprendre et en tant que tuteur ou conseiller et tout, c'est vachement enrichissant. Parce qu'on a tendance, en étant entrepreneur, à toujours rester dans le même monde. Et là, on voit des gens de mondes complètement différents. Moi, j'ai été tuteur d'une entreprise qui fabrique des chaussures recyclées dans la montagne bourbonnaise. Quand ils m'ont filé le dossier, je me suis dit, mais attendez, mec, vous déconnez, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et en définitive, c'est une marque qui s'appelle Hubac, qui est absolument géniale. Je ne sais pas si quelqu'un les connaisse ici, mais si vous avez des cadeaux à faire de chaussures de recyclées Hubac, retenez bien le mot, ces deux petits jeunes, ils font des trucs fantastiques. N'achetez plus de Nike, hein. Achetez Hubac. Hubac. Ouais. Et en plus, il y a tout le réseau social dans une petite ville comme Vichy qui est extrêmement positif. On referme la parenthèse, voilà, hein, deux portes, en plus bien sûr de celle de la CCI, mais deux réseaux d'accompagnement avec lesquels il faut pouvoir compter. On enchaîne parce qu'on a évidemment un gros programme ce soir. Alors je vous présente rapidement, nos intervenants pour qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, les tendances, hein, où est-ce qu'on en est après tous ces mois un petit peu chaotiques, où est-ce qu'on en est du marché de la cession reprise en cette fin de premier semestre 2023. Hein. Il sera évidemment, on va démarrer notre conférence par, en essayant de vous restituer un petit peu, de vous donner la température du marché, en tout cas tel qu'il se vit aujourd'hui. Alors, pour en parler, trois experts. David Rage, un ancien de la CC qui a bien tourné. David, qui est mon compagnon de route aussi là, depuis 20 ans, qui a créé un cabinet de rapprochement d'entreprises qui s'appelle Fusax Partners, membre d'un réseau national qui s'appelle France Cession, autant le nommer. Voilà, et David, évidemment, qui connaît, compte tenu de son parcours, qui connaît admirablement bien tout le tissu des entreprises, des entreprises clermontoises et auvergnates plus largement, qui pourra également rebondir sur le témoignage de Cédric Bartomeuf, qui sera l'un de nos trois témoins, puisque David a fait en quelque sorte le lien, le mariage entre le cédant de la société Duché et son repreneur, puisque Cédric Bartomeuf a repris il y a tout juste 1 an. La preuve aussi que même dans le contexte chahuté qui est le nôtre depuis maintenant plus de 3 ans, eh bien, le marché continue à avancer et les transactions continuent à se faire. Ça aussi, c'est important, c'est un message positif. Deuxième expert présent à cette tribune, je suis ravi d'accueillir Romain Ciseaux. Enchanté. Voilà, Romain qui, alors lui, représente une grande banque, mais j'ai envie de dire une grande banque de proximité aujourd'hui, même si elle est connue mondialement et présente à l'international. Elle est aussi et surtout présente sur les bassins, sur le territoire. Et Romain est l'un des experts au sein de Crédit Agricole Centre-France, expert en charge de la cession reprise et de la création aussi, je crois. Voilà, donc il connaît parfaitement les attentes, les préoccupations des porteurs de projets. Et là, ce soir, il pourra évidemment nous dire ce qu'il en est des repreneurs qui frappent à sa porte. Pour des financements, il sera question de financement.
parce que on observe, hein, on ne va pas se cacher les choses, on observe depuis maintenant une petite année des tensions, hein, à nouveau des tensions sur le financement, et sur le financement en l'occurrence des reprises d'entreprises, pour tout un tas de raisons, hein, assez évidentes, liées au contexte économique, liées aussi à des taux d'intérêt, ça n'a échappé à personne, qui sont sur une pente ascendante depuis maintenant un certain nombre de mois. Voilà, donc avec Romain, hein, on ne manquera pas de sujet. Loïc Bonabo, lui, il représente les experts comptables, KPMG, hein, une grande maison. Là aussi, présente bien sûr à Clermont-Ferrand. C'est une équipe de combien de personnes, par exemple, à Clermont, Loïc? Alors, on a plusieurs pôles. On a expertise comptable, gestion sociale et commissariat aux comptes. Et uniquement sur la partie expertise comptable, on est 35 à Clermont. Voilà, donc une belle équipe. Une belle équipe, là aussi dans une logique de proximité. Tout à fait. Et puis, l'expert comptable, c'est un conseil qui, évidemment, est au centre du jeu, hein. Parfois, il est côté cédant, parfois, il est côté acquéreur. Donc, je pense que Loïc pourra aussi nous en dire, évidemment, plus sur le marché tel qu'il peut le décrypter aujourd'hui. Nos témoins, donc, on a la chance d'avoir un repreneur qui a repris. Hein, là aussi, il pourra faire un petit peu le bilan de sa première année, hein, puisque nous, on était venus fin mai 2022. Vous avez repris quoi à ce moment-là, Cédric? 1er juillet. Donc, en effet, vous allez boucler votre première année. Et alors, dans l'histoire de Cédric, il y a plein de choses intéressantes. Il a pas repris une TPE de 5 personnes, il a repris une vraie petite PME, hein, qui aujourd'hui oscille entre quoi, 20 et 30 personnes? On est 22. 22 personnes. Donc là, ça commence déjà à être une vraie, hein, une vraie entreprise. Et tout ça, il n'a pas attendu d'avoir 60 ans pour le faire. Vous avez quel âge, Loïc? Cédric, pardon? 35. 35 ans. Ça aussi, c'est une des nouveautés, hein, générées probablement, enfin, dont le Covid a été un accélérateur très probablement. Ça m'a permis d'avoir un peu de temps pour me consacrer à ce projet. Et voilà. Ah, et c'est vrai que vous n'êtes pas le seul. Énormément aidé. Pendant ces 2 années un peu de confinement, en tout cas de réflexion, hein, pour des cadres en place, c'est clair que ça a été l'occasion pour un certain nombre de sauter le pas. C'est votre histoire. Donc, vous nous expliquerez un petit peu aussi comment vous avez réussi à financer, parce que, attendez, reprendre une affaire de 20 personnes qui fait combien? 3,5 millions de chiffre d'affaires? C'est ça, à peu près entre 3 et 3 millions en fonction des années. Hein, 3 millions et demi de chiffre, c'est pas rien du tout. Comment est-ce qu'on finance tout ça? Cédric nous apportera et nous donnera ses clés. À sa gauche, Michel Barge, que je suis ravi d'accueillir. Lui, c'est un dirigeant en train de céder. C'est assez rare finalement qu'on ait, mais il va nous expliquer pourquoi. Lui, il a une belle petite affaire qu'il a bien développée depuis quoi, 30 ans. Donc là, il vend l'œuvre d'une vie, une affaire, quand même, hein, 30 ans, c'est pas rien, une affaire spécialisée dans le reconditionnement. Il nous expliquera tout ça, mais c'est le reconditionnement des machines qui permettent, dans le secteur de la cosmétologie, c'est ça? La pharmacie. Et de la pharmacie. Voilà, donc vous rachetez des machines, hein, et puis vous les reconditionnez et vous les revendez. C'est une vraie spécialité. Voilà, vous êtes aujourd'hui, on va dire, arrivé à l'âge de la retraite. Hein, vous vendez pour la retraite ou pas? Non? Si, j'ai 65 ans. 65 ans, on a le même âge, vous voyez. Donc, 65 ans, c'est l'âge quand même où on commence évidemment à réfléchir à ces choses-là. Et Michel, en fait, devait mettre son entreprise sur le marché un petit peu plus tôt, sauf que
il a été victime, là aussi il y a un an tout juste, décidément, il s'en est passé. En juin, c'était un mois avant la reprise, là. En juin 2022, tempête de grêle, Michel? 4 juin 2022, tempête de grêle sur Vichy et une partie de la région. Maison complètement abîmée, perso, et entreprise, 3000 m² de toit, Donc, à ciel ouvert. Oh mon Dieu. Et ça, ça a donné un coup d'arrêt à ce processus de cession que vous aviez enclenché, parce que un immobilier avec 3000 m² qui est à ciel ouvert, évidemment, Ça se vend mal. Ça se vend moins bien. Ça se vend moins bien. Bon, voilà pourquoi aujourd'hui, avis aux amateurs, hein, voilà pourquoi aujourd'hui, Michel remet son entreprise sur le marché avec des toitures refaites à neuf. Pour le coup, un immobilier d'entreprise flambant neuf. Et beaucoup trop cher. Hein. Et donc, tout ça où? À Vichy. À Vichy. Hein, donc, pas si loin d'ici que ça. Et puis enfin, on aura le témoignage, parce que vous voyez, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des profils différents. Et avec Mathieu Vachette, 42 ans, il les fait pas, hein, ces 42 ans. On a l'impression qu'il a l'âge de... hein, qu'il est encore trentenaire, ce Mathieu. Eh bien, Mathieu, lui, alors qu'on dit c'est compliqué aujourd'hui de reprendre, les financements sont plus difficiles, etc., etc., comment analyser une cible, hein, dans le contexte évidemment inflationniste du moment, avec des coûts d'énergie qui flambent, etc. Eh bien, Mathieu Vachette, lui, après une très belle carrière chez Michelin, au sein du groupe Hermès, il souhaite reprendre une belle affaire industrielle de production. Et quand on sait comment aujourd'hui les entreprises de production sont malmenées, hein, quand on sait combien la visibilité sur ces entreprises, elle est compliquée, du coup, j'ai eu envie de lui faire aussi une petite place pour qu'il nous dise de quelle façon il approche le marché de la reprise aujourd'hui en juin 2023. Voilà, vous êtes invité à poser des questions. Ça a déjà été dit par Marilus, hein, mais on est là évidemment pour vous éclairer, que ce soit les témoignages de nos témoins ou les conseils d'experts. Hein, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, pour démarrer, on va faire un premier petit tour de table. Je cherche ma zapette. Oui, elle a disparu. Non, elle est là, elle était cachée. Voilà. Pour se mettre dans l'ambiance, hein, on va revenir, on va essayer de dessiner un petit peu pour vous les tendances fortes, marquantes du moment. Vous les avez un petit peu là résumées, mais on va évidemment donner la parole d'abord à nos experts, et je vais demander à David, hein, qui, en tant que conseil en rapprochement, il est un petit peu au milieu hein, de la transaction entre cédants, repreneurs. David, comment tu synthétiserais le marché tel qu'il a évolué ces derniers mois? Fin 2021, on était encore dans un marché, j'ai envie de dire, très favorable aux vendeurs. Hein. On s'éloignait un petit peu du Covid, mais on n'avait pas vu arriver le conflit ukrainien. Donc on se disait 2022 va être une année, une excellente fenêtre de tir pour les cédants. Et puis en fait, le scénario, il ne s'est pas écrit comme on l'imaginait. Comment tu résumerais les choses aujourd'hui, David? En fait, au fil des années, effectivement, on a toujours eu un marché qui était souvent soit vendeur, favorable aux vendeurs. Il y a toujours eu un déséquilibre d'un côté ou de l'autre, ou alors l'inverse, soit favorable aux acquéreurs. Et là, moi, en résumé, je trouve qu'on est rentré dans une nouvelle ère, effectivement, avec un empilement de crises, Covid, guerre en Ukraine, etc.,
tensions un peu partout qui sont bien reprises ici. Et finalement, aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, c'est que le marché, il est ni acquéreur ni vendeur. Les choses s'équilibrent et le marché se traite en fait vraiment de gré à gré, au cas par cas, en fonction de l'intérêt des entreprises, leur position et de leur résilience sur le marché, et en fonction de l'autre côté de la crédibilité des acquéreurs et de leurs possibilités techniques, de compétences et de leurs possibilités financières. Donc, moi, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment vu. En fait, on est toujours jusque-là un marché déséquilibré, soit acquéreur, soit vendeur. Oui. Mais maintenant, on a vraiment quelque chose qui s'équilibre avec, voilà, plus difficile côté acquéreur, peut-être de se financer, peut-être d'avoir de la visibilité, peut-être de recruter dans le futur, mais aussi plus difficile côté vendeur par rapport à d'autres problématiques spécifiques à leur entreprise, que ce soit coût de l'énergie ou instabilité des matières premières, par exemple. Alors Loïc Bonabo, on aurait pu craindre que les cédants allaient disparaître, hein. C'est vrai qu'avec cette succession de crises, et puis là, ce contexte inflationniste, des valorisations qui sont peut-être évidemment un peu revues à la baisse compte tenu de ce contexte, on aurait pu penser que les cédants allaient déserter, que ça allait devenir une matière première extrêmement rare. Et moi, tout ce que j'entends là depuis le début de l'année, c'est tout le contraire. Les professionnels disent, les cédants, on les voit, ils viennent nous voir. Alors pourquoi finalement ce contexte un petit peu difficile n'a pas incité, n'incite pas les cédants à reporter à des jours meilleurs la cession de leur affaire? Alors, je rebondis un peu sur votre phrase, peut-être justement à cause du contexte qui est difficile. Depuis 2020, il y a eu quand même pas mal de crises qui se sont accumulées. Ça a monopolisé beaucoup les chefs d'entreprise. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont pu se trouver un peu au-delà de ce qu'ils pouvaient faire, et il y a un ras-le-bol en fait. On l'entend, hein, des gens fatigués. Hein, c'est ça. Des gens fatigués, voire stressés, parce que le quotidien d'un chef d'entreprise aujourd'hui, avec du personnel qu'il faut trouver, tout est à géométrie variable, il faut trouver les bons ajustements chaque matin. Eh ben, à la longue, Voilà, ça use. Ça use. Après, c'est le propre du chef d'entreprise. Savoir s'adapter à son environnement, trouver des solutions à des problèmes qu'il peut rencontrer, ça reste le propre du chef d'entreprise. Bien sûr. Mais on a eu une accélération des événements qui a fait que ça cumule quand même pas mal. Alors, effectivement, on aurait pu penser aussi à une baisse du nombre de cédants. En 2021, il y a eu un petit peu un effet rattrapage sur les cessions, où on a vu beaucoup de cessions. Donc, on s'est dit, en 2022, il y en aura peut-être un peu moins déjà. Mais finalement, nous, sur nos entreprises, on a vu que c'était plutôt stable, où il y a quand même eu beaucoup de cessions qui ont été réalisées en 2022. Ouais. 2023, il y a toujours des cédants qui veulent passer la main, qui en ont eu assez de ces crises, et il y en a toujours qui veulent partir à la retraite aussi. Michel Barge, hein, on est évidemment... Tout simplement parce que l'âge arrive, il y a un moment... C'est ça. Que clair. Le système social vous pousse aussi. Donc, il y aura toujours des cédants. Après, reste à savoir à quel prix. Alors, des cédants, mais de l'autre côté, du côté des acquéreurs, parce que le marché, il est fait de cédants, mais il faut qu'en face, il y ait des acquéreurs et des acquéreurs solvables, Romain. Et oui, parce que des gens qui veulent reprendre des belles boîtes avec 30 000 euros, j'ai envie de dire aujourd'hui, ça ne le fait pas. Hein, ça ne le fait pas parce que, en effet, on va demander aux repreneurs, en tout cas personnes physiques aujourd'hui, un apport un petit peu plus significatif que peut-être à d'autres années. Hein, tout simplement parce que l'effet de levier que proposera la banque, aujourd'hui, il est peut-être un petit peu en diminution par rapport à ce qu'il a pu être, pour tenir compte, j'ai envie de dire, Romain, de toutes les incertitudes du moment.
on voudrait avec vous se mettre quelques instants justement dans la peau des prêteurs aujourd'hui, même si vous, votre métier va au-delà de simplement prêter l'argent. Mais comment est-ce qu'on appréhende aujourd'hui chez Crédit Agricole Centre-France, comment est-ce qu'on appréhende ce marché de la reprise? Alors, le marché de la reprise, contrairement à ce qu'on peut penser malgré, comme l'a dit mes confrères, mais malgré ce qu'on peut penser, chez nous, il n'a pas réellement ralenti. Au contraire, on a de plus en plus de reprises, on en aura encore de plus en plus, puisque du coup, il y a un effet papy boomer qui, à un moment donné, voudront partir à la retraite, et auquel cas, ceux qui seront sur le marché d'ici les prochaines années, il y a de très belles pépites qui risquent d'arriver, puisque du coup, il y a une résilience pendant pas mal d'années avec pas mal de crises. Nous, comment on appréhende ça? Je me permets de rebondir sur on demande plus d'apports ou pas? Non, on n'a jamais changé nos règles. On reste toujours sur un pourcentage, une règle d'apport qui, la plupart du temps, c'est une règle, il y a beaucoup d'exceptions, qui est à hauteur d'une vingtaine de %. Pour autant, tout ne doit pas venir aujourd'hui du porteur de projet. Aujourd'hui, il existe pas mal de véhicules qui permettent de récupérer des prêts d'honneur, d'être accompagné par des réseaux ou bien même d'avoir accès à des fonds qui permettent justement la reprise d'entreprises, même conséquentes. Bien évidemment, le facteur clé, il y en a deux. Les facteurs clés, il y en a deux. Certes, le projet de reprise tenant compte de toutes ces difficultés, et est-ce qu'aujourd'hui, avec ces nouvelles composantes, l'entreprise est encore rentable, du moins peut dégager assez de marge pour justement payer le prêt, puisque du coup, il y a une valorisation importante. Et surtout, c'est le porteur de projet. Est-ce qu'aujourd'hui, avoir une insuffisance financière, ça peut se gérer. Après, il faut gérer le contexte économique, savoir encaisser la pression et diriger dans la bonne situation l'entreprise. Et pour aller dans le prolongement de ce que vous dites, il y a en fait le prix pour racheter l'entreprise. Mais aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a une ligne qui est très importante sur le besoin en fonds de roulement. Parce qu'on voit bien qu'avec, il faut faire face à des incertitudes, il faut faire face à des prix qui sont des prix d'achat qui sont très fluctuants, il faut faire face à une composante sociale, des salariés qui peuvent venir voir le repreneur en lui disant dites, là, ça fait 1 an et demi qu'on a une inflation à tant de % et on n'a pas été augmenté. Donc, une masse salariale que le repreneur va être obligé d'augmenter. Tout ça, c'est très concret. Dans l'année qui suit la reprise, ça va peser sur, bien entendu, le BFR de l'entreprise. Là, peut-être Romain et Loïc sur cette double problématique, non seulement racheter l'entreprise, mais anticiper des choses qui sont par définition très difficiles à anticiper. De combien de pourcents je vais devoir augmenter ma masse salariale? Voilà une bonne question. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'anticipation, déjà, c'est la première valeur que doit avoir le chef d'entreprise. C'est une chose qui est importante et on voit ceux qui ont tenu durant toutes les crises, c'est qu'ils avaient anticipé comme ils ont pu, bien évidemment, ou une capacité à régler des situations complexes. Le besoin en fonds de roulement aujourd'hui, il est beaucoup étudié et on prend en compte toutes les variations qu'on peut voir aujourd'hui, le coût de l'énergie, notamment pour les industriels qui ont des factures plutôt élevées, qui sont plutôt impactés aussi là-dessus. Bien évidemment, le turnover et la partie RH qui demain demanderont peut-être des augmentations. Alors après, ça peut être comment dire, prévisible au vu de l'inflation et au vu de quand dernièrement ils ont été augmentés, puisque du coup le changement de propriétaire peut être justement un facteur pour justement demander des choses nouvelles, notamment une augmentation salariale. Et tout ça, mine de rien, on peut quand même l'anticiper. Alors, à combien? L'énergie, c'est facile. On sait plus ou moins qu'aujourd'hui, le propriétaire d'une entreprise, le gérant d'une entreprise avait, par exemple, tant de % de ses charges qui étaient correspondaient à l'énergie. Aujourd'hui, il y a une augmentation de temps. Bilan des courses, la marge, elle est amputée de l'impact de l'augmentation d'énergie. Et d'ailleurs,
ça intervient aussi dans la valorisation de l'entreprise, parce qu'une entreprise qui était valorisée tant avec une marge à 30%, si je lui enlève 5 points, eh ben, elle n'est peut-être pas valorisée au même montant que ce qu'elle était avant toutes ces pénuries. Donc là, l'énergie, c'est un point. La partie salariale et l'inflation, c'en a un deuxième. C'en a un autre, ça aussi, ça rentre en compte dans la valorisation. Et après, anticiper, malheureusement, le BFR est là pour, même si on n'anticipe pas tout, c'est avoir un certain matelas qui permette de tenir des variations économiques prévues ou non prévues, d'ailleurs. Loïc Bonabo, avec, je dirais aussi, la prise en compte des PGE, des remboursements de PGE, parce que ça, c'est pas, j'ai envie de dire, on est en plein dedans. Il y a des entreprises qui commencent, pour certaines, ça fait 2 ans qu'elles remboursent, mais pour d'autres, elles vont commencer à rembourser ça. Donc, pour les repreneurs, où est-ce qu'on en est exactement? Est-ce que le PGE a été totalement consommé, partiellement consommé? Là, il y a des photographies sur la situation financière nette de l'entreprise qui sont extrêmement importantes. Moi, c'est ce que j'entends dans la bouche des repreneurs aujourd'hui qui me disent « oui, nous, c'est pas notre métier. » Donc, mais par contre, c'est le vôtre. Donc, on peut imaginer, non, mais ça veut dire que votre accompagnement aujourd'hui, il est extrêmement important parce que la situation s'est complexifiée, évidemment, en avançant depuis 18 mois. Tout à fait. Alors, je pense que quand on a trouvé une entreprise à reprendre, il faut toujours déjà se laisser un petit peu de marge de manœuvre, justement pour pallier à ces aléas. Et au niveau du PGE, effectivement, ça reste un emprunt, donc il faut avoir conscience qu'il faudra le rembourser un jour. Ce qui n'était pas toujours le cas pour certains chefs d'entreprise. Donc, il faut analyser la trésorerie de l'entreprise et notamment au moment où on va la reprendre. Bien sûr. Et quels seront les emprunts à rembourser et en tenir compte aussi dans l'emprunt qui va servir au LBO. Alors ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet. À un moment donné, on parlait de rembourser de façon anticipée le PGE, notamment pour les entreprises qui n'y avaient pas eu recours. Et puis avec le contexte d'aujourd'hui, on se dit, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ça? Parce que avoir l'argent, en tout cas pour le repreneur, avoir l'argent dans les caisses, c'est peut-être un meilleur scénario aujourd'hui pour le repreneur, plutôt que de se retrouver vite un petit peu à court, et puis de devoir aller solliciter des lignes de crédit chez son banquier. Donc tout ça, c'est aussi, ça modifie aujourd'hui peut-être les décisions qui sont à prendre. Alors, ça dépend vraiment des entreprises, en fait. Il y a des entreprises qui, effectivement, n'ont pas du tout touché au PGE et qui ont la trésorerie disponible pour pouvoir le rembourser. Ouais. Mais il y a d'autres entreprises qui en ont consommé déjà une partie, voire la totalité. Voire la totalité, exactement. Donc voilà, ça reste dans l'étude de la valorisation de l'entreprise à prendre en compte. Après, l'avantage de garder le PGE aujourd'hui, c'est le taux d'intérêt qui était forcément plus bas que l'emprunt aujourd'hui. Ça, c'est clair. Donc, ce qui peut favoriser aussi une reprise. Mais voilà, à pondérer et à regarder le niveau de disponibilité dans l'entreprise au moment du rachat. Sujet connexe sur la trésorerie excédentaire de l'entreprise, parce que là, on est sur les marges de manœuvre financières pour le futur repreneur. Mais c'est super important parce que dans le contexte d'aujourd'hui, avec toutes les variables aléatoires, on les a énumérées, qui existent, bien malin qui peut dire quels seront les besoins de l'entreprise un an après sa reprise. Pareil, des trésoreries excédentaires, je vais donner d'ailleurs la parole pour en dire quelques mots à Michel Barge, puisque vous-même, qui êtes en train de votre entreprise, Michel, vous avez l'immobilier, on y reviendra, il y a la composante immobilier qui est importante, mais vous avez aussi une trésorerie, et je voudrais que vous en disiez un mot, une trésorerie excédentaire significative, puisque, sans révéler, je crois que c'est autour du million d'euros
donc c'est pas rien. Vous avez le choix entre en distribuer une partie aujourd'hui, Michel, ou bien la vendre à votre futur repreneur? En tant que cédant, il y a des zones où on ne sait pas où on va. Je l'avais dit, une partie, c'est la trésorerie. Est-ce qu'il faut la garder ou la distribuer? La trésorerie inutile, hein, pas celle du fonds du besoin. Oui, bien sûr. Et la deuxième chose où je me heurte, c'est aujourd'hui, je ne sais pas, c'est l'immobilier. C'est-à-dire que je suis en train de vendre une entreprise avec un immobilier qui vaut beaucoup d'argent. Et cet immobilier qui vaut beaucoup d'argent, ben, c'est plus un poids que... Parce qu'il est logé, il faut préciser. Là, il est logé dans l'entreprise. Voilà. Quand l'immobilier est logé dans la société d'exploitation, ça peut se révéler mais même s'il était un blocage. Ça fait un gros loyer. Aussi. D'accord. Donc l'immobilier, c'est un peu comme si vous vendiez une voiture d'occasion avec un lingot d'or. Vous savez pas trop quoi en faire. Entre la trésorerie excédentaire et l'immobilier, c'est des points où, en tant que vendeur d'entreprise, on ne sait pas trop où naviguer. Alors, oui, c'est intéressant de rebondir par rapport à ça. David, toi qui es aux côtés des cédants ou des repreneurs, hein, tu connais bien évidemment toutes ces subtilités. Dans le contexte d'aujourd'hui, tu dirais quoi? C'est-à-dire que est-ce qu'il vaut mieux, quand on est le repreneur, solliciter un petit peu plus Crédit Agricole, Centre France, pour avoir racheté, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 500 000 ou 800 000 euros de trésorerie, parce que, mais en même temps, l'avantage, c'est de les avoir pour aborder les 2 années qui vont suivre la reprise. Donc, c'est pas mal aussi. Difficile de se forger une conviction aujourd'hui sur ce qu'il convient vraiment de faire. Alors, c'est un point central. En effet, les 2 points sont des points hyper importants, trésorerie et immobilier. Il n'y a pas de réponse unique et toute faite par rapport à ça. C'est c'est regarder au cas par cas et surtout, autant que faire se peut, l'anticiper pour s'organiser en amont de la session. Donc, d'où la phase importante de préparation avant la session. Après, sur le point de la trésorerie, côté... Quand tu es aux côtés de cédants, c'était le cas d'ailleurs avec le dirigeant de Duché, puisque tu l'as accompagné dans sa session. J'imagine que lui, il s'est posé, comme Michel se pose aujourd'hui la question de savoir quel sort réserver à ma trésorerie excédentaire quand elle est en tout cas significative. Alors, côté cédant, je pense que c'est plus cohérent d'essayer d'en récupérer un maximum avant la session. Alors, quel est le montant du maximum? Là, c'est tout le travail à réaliser en amont pour effectivement calibrer correctement la partie à distribuer de la partie à laisser, par rapport à la partie à laisser, la partie nécessaire à l'exploitation de l'entreprise, qu'il ne faut pas non plus vider de son carburant finalement. Enfin, là, pour reprendre la métaphore de la voiture, ça serait comme si on vendait une voiture avec zéro goutte d'essence à l'intérieur, à vide, voilà. Donc, combien on laisse dans le réservoir, c'est effectivement de plus en plus compliqué à déterminer. Donc, plutôt tendance quand même à en laisser, à être un peu large pour que je pense. Voilà, ça puisse redémarrer sans problème. Après, sur l'aspect de la distribution, il peut y avoir aussi des impacts fiscaux. En tout cas, les impacts fiscaux sont à prendre en compte. Ce ne sera pas forcément les mêmes impacts si la société d'exploitation est détenue par une société holding ou détenue en direct par une personne physique. Ça, je pense que Loïc et Romain peuvent rebondir là-dessus, d'où l'intérêt aussi d'anticiper ça. Et en fonction de la situation, on se posera peut-être aussi la question côté cédant. Oui, je récupère la trésorerie, ou alors je préfère la laisser parce que fiscalement, ça sera vraiment trop impactant de la récupérer sous forme de dividendes. Voilà. De quelle façon sont imposées les distributions de dividendes? C'est toute la question là pour le coup. Il faut faire une étude en amont pour savoir effectivement combien ça vous coûte de récupérer l'argent et de quelle façon, pour pouvoir optimiser du côté du cédant son patrimoine et sa trésorerie après. Après, je voudrais aussi aborder un point, c'est que ça peut dépendre aussi de la cible du repreneur qu'on vise. Si on a une entreprise qui va viser un groupe industriel qui veut faire une croissance externe, par exemple, peut-être que ça va plus l'intéresser de racheter de la trésorerie.
Si on vend à un particulier, le particulier va falloir qu'il finance et qu'il rachète cette trésorerie, ce qui lui fera un billet plus important à mettre pour acheter l'entreprise. Donc je pense qu'il faut aussi avoir la cible en tête, la cible que l'on vise. C'est très juste parce que pour les repreneurs, personnes physiques, financer en même temps leur achat de l'entreprise, leur achat de l'immobilier, plus s'il y a de la trésor, ça veut dire, en effet, ça peut faire des montants, ça peut faire une bouchée trop grosse pour le repreneur individuel, en fait. Alors que Loïc a tout à fait raison de dire que les personnes morales ne sont pas logées à la même enseigne, hein, que les personnes physiques. Mais pour une personne physique, aujourd'hui, avec les petites tensions qu'il y a sur le financement, ben moi j'ai beaucoup de repreneurs personnes physiques qui disent ben je reprends la société d'exploitation et pour l'immobilier, ben on verra dans 2 ans. Rien ne les empêche de signer une promesse, etc., sur le rachat possible de l'immobilier, mais ils n'en ont pas les moyens tout de suite. Hein. Et puis, idem pour la trésorerie, bah, c'est des choses qui se négocient. Stéphane qui veut réagir. Voilà. Il peut jouer sur le curseur, là. Allez. C'est là où je dis, à l'actif, en fait, ce que tu dis, Stéphane, c'est ce que disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, on est dans une situation où il faut quasiment attendre de connaître ce que souhaite et qui est l'acheteur. Voilà, le profil de l'acquéreur. Avant de prendre une décision. Ouais. Alors, oui, allez-y. Pardon, oui, je suis désolé si je n'ai pas parlé assez fort. J'imagine bien que vous aviez ou que vous avez des conseils et que du coup, cette organisation-là, dont on sait quand on a énormément de trésorerie qui pèse à l'actif et qui a tendance, ça c'est un schéma global qu'on retrouve dans tous les dossiers, à minimiser la valeur du fonds, la valeur intrinsèque du fonds quand on a des lourdeurs importantes, soit du fait de l'immobilier, soit du fait d'une trésorerie importante, ou de valeur mobilière de placement, ce qu'on veut, ou de filiales autres qui pèsent énormément. Et je dirais que par rapport à ça, on a aujourd'hui un arsenal juridico-comptable, fiscal, qui nous permet de l'organiser quand même assez facilement, dès lors qu'on a un petit peu de temps devant nous, pour essayer de découper et d'avoir, je dirais, une structure qui soit plutôt souple à céder. Quand je dis souple, bon, parce que c'est vrai que je rejoins après l'idée, c'est vrai que quand on ne sait pas, quand on connaît sa cible, parce qu'on en est le dirigeant, mais qu'on ne sait pas quel sera notre preneur, il est dur de jauger au mieux quels seront les besoins de trésorerie. Si effectivement on s'adresse à un groupe national et qu'on revend sa filiale à 1 million d'euros, qu'on ait 200 000 euros de trésor ou 500 000, ce ne sera pas un problème. Mais j'allais dire, quelque part, on a quand même dans notre arsenal juridique aujourd'hui, et puis d'ailleurs depuis longue date, possibilité d'aller aspirer cette trésor par sa holding, filialiser son immobilier vers le bas. Enfin, on a plein de schémas qui sont quand même assez, avec des régimes de faveur. Et on peut le faire rapidement.
Alors, rapidement, pas toujours, quoi. C'est vrai. Mais ça, aujourd'hui, moi, ce qui me. Et c'est intéressant d'avoir ce discours-là, parce que souvent, on est des techniciens, donc on parle technique, bon, voilà. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut, et c'est vraiment quelque chose, un leitmotiv important qu'on retrouve au fil des années, des décennies, c'est pas récent, c'est pas nouveau. Mais je crois que l'organisation de la session, l'habillage de la mariée, comme on dit dans notre jargon, quand on en parle un peu plus vulgairement avec nos clients, c'est vraiment cette anticipation, elle est vachement importante parce qu'il y a quand même des données qu'on retrouve systématiquement. Bon, pas mélanger, je dirais, l'immobilier et l'exploitation, pas laisser grossir trop fortement une trésorerie, l'aspirer par une holding. Bon, c'est des choses relativement simples, mais c'est vrai qu'il ne faut pas en parler la veille. Alors après, les autres solutions qu'on peut rencontrer, des fois quand on est face à des clients on a ce profil de client-là aussi dans les opérateurs en matière de cession, c'est des gens qui ont eu toujours le nez dans le guidon, qui ont des entreprises qui sont des pépites et des réserves qui ont des réserves très importantes. Et on est devant le fait accompli, il faut vendre demain. Bon, là, on a aussi des solutions et j'allais dire qu'on peut, avec nos amis les banquiers, trouver, je dirais, plein de dispositifs pour racheter au mieux ces entreprises et puis aspirer la trésorerie d'une manière ou d'une autre. Donc, il n'y a que des bonnes solutions. Bon, j'ai envie de dire, vaut mieux des tirelires, vaut mieux avoir des tirelires bien remplis, hein, que des entreprises qui n'ont pas assez de trésorerie excédentaire. Hein. Mais Oui, je alors, pense que vous êtes dans une bonne situation, effectivement, c'est mieux de ce côté-là. Hein. Par contre, on peut faire des choses rapidement, mais après, il y a des délais de détention, par exemple, à respecter. Donc, c'est mieux de s'y prendre en amont pour optimiser le temps et des obligations fiscales, notamment, qui incombent à certaines solutions qu'on peut trouver. Qu'est-ce que vous entendez par délai de détention? Eh ben, en fait, si on veut arrêter son activité totalement, il y a des avantages. Par exemple, pour départ à la retraite, il y a des abattements, des choses comme ça qu'on peut bénéficier. Et ça peut dépendre de la durée de détention des titres, par exemple. Donc, si on fait ce schéma, on crée une holding, on distribue la holding, il y a plusieurs dispositifs en fait qu'il vaut mieux patienter pour optimiser en fait la pression fiscale. Et si c'est trop rapide, on peut passer à côté de certains dispositifs, en fait. Idem pour les jeunes, à propos de dispositifs, pour les jeunes cédants, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de dirigeants n'attendent pas d'avoir l'âge de la retraite pour vendre leur affaire. Beaucoup vendent à 40, 45 ans, 50 ans. Ça veut dire qu'ils ont encore peut-être 15 ou 20 ans de vie professionnelle devant eux. Et là, en effet, il faut, quand on est cédant à cet âge-là, il faut bien anticiper les choses, hein, avec des apports à une société holding qui permettront. Oui, après, il y a des engagements de réinvestissement. C'est pour ça des engagements de réinvestissement, exactement. C'est pour ça que quand on veut partir à la retraite, on n'a pas forcément l'envie de réinvestir les sommes dans d'autres projets. Donc, c'est pour ça que le faire en amont, c'est plus facile. Mais effectivement, à 35-40 ans... Mais là, l'âge du cédant a évidemment toute son importance. Tout à fait. À 35-40 ans, on peut réinvestir dans d'autres projets. Et voilà. Petite question sur parce que c'est vrai quand même qu'on voit, hein, dans l'actualité économique du moment, on voit pas mal de défaillances d'entreprises. En tout cas, ça y est, elles sortent. Hein. On l'a vu là depuis le début de l'année. Hein, c'est une succession, notamment dans le retail, beaucoup de marques connues, hein, qui jettent l'éponge. Qu'en est-il, messieurs, au niveau des petites PME, petites ou grosses TPE? Aujourd'hui, on parlait de certaines qui avaient déjà consommé tout leur PGE et pour lesquelles le remboursement commence à peser. Est-ce qu'on va vers des entreprises fragilisées pour un certain nombre d'entre elles, qui peuvent aussi être des opportunités
pour des repreneurs qui ont, par exemple, le savoir-faire, qui savent restructurer des entreprises. Et est-ce que vous pensez qu'on va vers un marché, alors un petit marché, ça représente, mais quand même un marché de la reprise d'entreprise, sinon en difficulté, tout au moins fragilisé? On s'aperçoit que oui, certaines entreprises commencent à ressentir les effets du Covid, puisque ça a été perfusé un petit peu par les PGE. Je dirais que le malheur des uns fait le bonheur des autres, puisque du coup, une personne qui arrive fraîchement reposée, entre guillemets, puisque le patron a subi pas mal de choses ces quelques dernières années, va pouvoir déjà injecter son énergie, mais aussi injecter des nouveaux fonds dans la structure qui permettra justement de peut-être revenir sur ce qui a été fait, qui a marché ou qui n'a pas marché surtout, et réaxer l'outil de production ou l'entreprise dans un sens peut-être plus opportun. Après, on ne peut pas prévoir les différentes crises X ou Y qui va y avoir, mais je pense que c'est un monde d'opportunités qui arrive. Oui. Voilà, donc ça c'est un message en direction de repreneurs potentiels. Hein. Il ne faut surtout pas s'interdire aujourd'hui de regarder des dossiers d'entreprises qui, sans être en difficulté, peuvent être soit des belles endormies qu'il faut réactiver, soit des entreprises dont le dirigeant n'a plus l'énergie, ça a été dit en début de réunion, mais dont les fondamentaux sont encore bons. Hein. Mais voilà, il faut du sang neuf. Et juste je préciserai quand même, une entreprise qu'on reprend en difficulté, il faut quand même faut au moins avoir des connaissances dans le redressement ou être accompagné. Et le gage de réussite, c'est l'accompagnement des cabinets spécialisés dans le redressement. Il y a plein de choses qui font, parce que c'est assez spécifique au-delà de la partie financière, il y a aussi la partie sociale. Le patron s'en va, mais les employés restent et eux aussi ont souffert du manque d'activité ou du manque de matières premières. Et donc, du coup, il y a tout un aspect aussi social. Et d'ailleurs, je vous incite à faire un audit social des entreprises que vous allez reprendre, puisqu'il peut y avoir des problématiques qui peuvent arriver derrière, mais pas obligatoirement au niveau financier. Et, non. Bien se faire accompagner est gage de bonne réussite. L'audit social est aujourd'hui important, et je dirais très important. L'audit général même, parce que l'audit social, c'est qu'une partie, mais il y a l'audit financier, juridique et surtout maintenant environnemental, parce que des entreprises qui avaient, qui pouvaient œuvrer de façon naturelle il y a quelques temps, maintenant vont être contraints sur des réglementations plus dures et on rentrait dans la valorisation et dans le BFR, et ça, il faut le prévoir. Il faut prévoir des nouveaux investissements. Alors, on va maintenant faire un petit focus justement sur la façon dont ce contexte du moment impacte la valeur des affaires. Le prix des affaires, la valeur c'est une chose, mais le prix c'est celui qu'un acquéreur sera prêt à payer. Bon. Et évidemment, avec toutes les variables aléatoires qui existent aujourd'hui, figer un prix n'a peut-être jamais été aussi difficile. Hein. Alors, je voudrais qu'on commence par une idée toute simple, là, qui est, les transmissions continuent de se financer quand elles sont à un prix de marché. Je voudrais qu'on explique là simplement à cette tribune qu'est-ce que c'est qu'un prix de marché. Parce que c'est vrai que le prix psychologique, on sait ce que c'est celui que le dirigeant a dans la tête. Et c'est le prix qu'il pense que son entreprise vaut. Voilà. Mais avec toute la subjectivité parfois qui est la sienne, c'est parfois le prix de la transpiration pendant 15, 20 ou 30 ans. Mais ça ne reflète pas forcément la réalité économique de l'entreprise. Donc, c'est quoi le prix de marché, Romain, aujourd'hui pour le banquier? Alors, pour le banquier que vous êtes. Alors, banquier d'affaires. Alors, pour que le cédant déjà puisse vendre son entreprise, c'est vrai qu'il y a le prix qu'il en veut et le prix que les gens sont prêts à mettre et la jonction entre les deux, et c'est le prix de marché.
Aujourd'hui, un prix de marché, ça se rapproche souvent de la capacité de l'entreprise rachetée à pouvoir financer le rachat de ses parts, souvent via des holdings. C'est-à-dire que si aujourd'hui une société peut financer, disons, de façon sécuritaire, en prenant en compte des hausses de grande masse du style des charges supplémentaires, des investissements, etc., le rachat, si le maximum c'est 2 millions et que le propriétaire en demande 2,5 millions, eh ben, soit il faut que le cédant rajoute énormément au pot pour arriver pile poil à la capacité de remboursement. Et après, on va faire rapidement du tri dans les repreneurs. Le prix de marché, c'est un prix où c'est un win-win, quoi. C'est où tout le monde est gagnant et surtout que le véhicule qui va permettre de financer la reprise puisse se permettre justement, malgré les nouvelles contraintes, de continuer sans impact négatif. Donc le prix finançable, hein, quelque part, le prix finançable, c'est ça Loïc, vous qui êtes l'homme des chiffres, voilà, le juge de paix à un moment donné, c'est est-ce que l'entreprise, la cible, est-ce qu'elle a la capacité, tout simplement, hein, à rembourser, parce que le repreneur, lui, il part avec un boulet au pied. Hein, c'est le boulet de la dette à rembourser, boulet que n'a pas le cédant. Lui, le cédant, l'entreprise, elle est amortie depuis longtemps, alors que le repreneur, au début de chaque mois, il commence avec un chèque à faire. On appelle ça une dette stérile. Eh ben oui, parce qu'il faut rembourser les prêteurs. Voilà. Donc, dans votre discours, on a l'impression que c'est la banque finalement qui fixe le prix. En tout cas, c'est elle qui dit. Au-delà de ce prix-là, on ne saura pas faire. Voilà ce qu'elle dit généralement, la banque. C'est ça. Alors, en fait, les banques ont une très bonne vision du marché aussi. Ils ont l'habitude de financer des projets. Ils analysent leurs risques par rapport à leur historique et à leur expérience. Donc, voilà, je pense qu'on peut un petit peu leur faire confiance s'ils ne veulent pas aller sur un dossier. Après, il y a des solutions qui peuvent être trouvées également. Le cédant peut-être accepter de baisser le prix voilà, on peut penser par exemple à des compléments de prix que peut verser le repreneur si les résultats sont au rendez-vous, ce qui peut favoriser des fois. Alors ça, c'est intéressant, il y a des outils. Hein, d'ailleurs, on en parle un peu plus loin. Je vais essayer de me mettre... Je vais trop vite, excusez-moi. Voilà, non, mais c'est pas grave, on est là pour avancer, reculer, c'est pas grave. Mais voilà, les outils, c'est vrai que les outils d'ajustement du prix ont repris de l'importance avec la période du Covid. Hein. Aujourd'hui, David, quelle est ta position, toi, par rapport à ces compléments de prix? On dit qu'ils sont aussi générateurs de contentieux. Hein, c'est pas adapté à toute activité non plus. Voilà. Quelles sont là j'ai envie de dire les bonnes raisons, les bonnes raisons de recourir à un complément de prix? Alors, au niveau d'un prix de cession, on arrive quand même à un prix de marché au fil des discussions entre le cédant et l'acquéreur. Moi, j'ai tendance à penser que le plus simple et le mieux, quand on a un prix net, qui va s'ajuster en fonction de l'avancement de l'exercice comptable de l'entreprise, mais quand on a quelque chose de le plus clair possible, le plus tôt possible. Alors après, évidemment, il y a des outils, compléments de prix, earn-out, etc., sur éventuellement un ajustement de prix sur l'activité future de l'entreprise. Alors c'est bien quand on a juste un petit ça va être un petit delta, quoi. Voilà, un petit delta, un petit ajustement à faire quand on y est presque, mais il faut trouver une solution pour un tout petit peu plus de marge de manœuvre. Mais sinon, quand on est trop éloigné, on aura beau mettre en place tous les compléments, les outils, etc. qu'on imagine, on va partir dans des complexités infernales. Ça va être compliqué dans la discussion avant la session. Et effectivement, ça peut être source de contentieux par la suite. Ouais. Donc, complément de prix, oui, mais attention quand même à la complexité de mise en place de ce type de choses. Et après, pour finir, sur le complément de prix, il faut qu'on ait un complément de prix qui soit basé sur quelque chose de très concret.
comme, je ne sais pas, une augmentation du chiffre d'affaires, un maintien de la marge, enfin des choses, des indicateurs très précis, de manière à ce que ça ne soit pas trop source de contentieux par la suite. Donc Et la, ça, c'est la pas toujours rédaction facile. doit être quand même Hyper là, précise et très réalisée par des vrais spécialistes que sont, il n'y en a pas là aujourd'hui à la tribune, mais ou là dans la salle. Mais c'est pour le coup, là, c'est le rôle des avocats d'affaires. Voilà. De bien cerner, hein, de bien rédiger en tout cas les. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, David. Effectivement, il faut qu'il n'y ait pas de questions sur le mode de calcul du complément de prix. Et il faut que ça reste un plus pour vraiment faciliter la vente. Après, comme je disais tout à l'heure, ça ne se fait pas pour tous les types d'entreprises. Et ça se fait souvent quand il y a une incertitude. Notamment, voilà, les dernières années, on a vu des variations très significatives des chiffres. Ouais. On se pose la question du normatif. Ouais. Est-ce que le normatif, sans ces crises-là, serait à ce niveau-là ou à un autre? Voilà, on a de l'incertitude sur la base de valorisation de la société. Ouais, ouais. Donc là, ça peut être utile d'utiliser un complément de prix, à mon avis, mais il faut effectivement que ça reste marginal par rapport au prix global. Avec parcimonie. Hein, Voilà. Il faut utiliser cet outil avec parcimonie, mais c'est vrai que dans certaines circonstances, il trouve sa justification. Romain, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je vois que sur la liste, donc, il y a tous les outils qu'on utilise, nous, aujourd'hui, pour qui se font aujourd'hui pour ajuster le prix. Après, il y a aussi, donc ça, c'est beaucoup d'outils financiers, mais il y a aussi l'outil humain, entre guillemets. C'est-à-dire que une reprise, c'est certes un prix, mais c'est surtout une rencontre entre deux hommes ou deux femmes, ou un homme et une femme, peu importe. Et des fois, le prix s'ajuste sans pour autant recourir à ce type d'outils, puisque du coup, c'est souvent une histoire d'humain avec un grand H, parce qu'au-delà d'une entreprise qu'on laisse, il y a aussi tous les salariés qu'on a depuis 20, 30 ans et qu'on veut qui perpétuent donc l'activité, que ça continue de façon naturelle. On le voit de plus en plus où les cédants, où les repreneurs font des efforts dans le sens du repreneur ou du cédant pour justement que l'affaire se passe, puisque du coup, il y a eu beaucoup de relations. Et je pense que c'est ces relations qui mèneront aussi à des déblocages de situations un peu complexes. Voilà. Bien sûr, il faut redire, mais vous avez raison, que la relation de confiance qui va se tisser entre le cédant et le repreneur, ben c'est évidemment c'est l'essentiel. Après, quand il s'agira de discuter un petit peu le bout de gras sur un delta s'agissant du prix, si la confiance est là et si le cédant a vraiment envie de vendre à ce repreneur-là, ben voilà, normalement, le travail des experts, c'est de faire en sorte que ces petites divergences soient gommées. Ça arrive hein, dans le cours de la négociation, c'est évidemment pas un long fleuve tranquille, mais Romain a raison de rappeler que voilà, l'essentiel, c'est que cette relation de confiance s'installe ou ne s'installe pas, hein, parce que ça ne se décrète pas, mais quand elle est là, c'est évidemment le meilleur ciment pour aller au bout. Je voudrais toujours s'agissant du prix, qu'on dise quelques mots aussi sur les prétentions, hein, les prétentions des cédants. C'est vrai que aujourd'hui, des prétentions irréalistes sont d'autant moins acceptées par les repreneurs que il y a tout ce qu'on vient de dire. Hein, il y a toutes ces incertitudes, ces variables aléatoires. Alors, quand on a comme ça des cédants qui disent « moi, mon entreprise, elle vaut tant », et puis, c'est vrai que parfois, c'est pas bien vécu du tout par les repreneurs qui vont tout simplement passer leur chemin parce que l'entreprise n'est pas à son prix de marché et les repreneurs n'ont pas envie de passer 6 mois ou 8 mois à essayer de convaincre quelqu'un qui reste droit dans ses bottes. Importance là, David, il faut rappeler le rôle hein, qui est notamment le tien dans toute cette période qui précède la mise sur le marché de l'entreprise avec un prix attendu. Parce que ça, c'est déjà, j'ai envie de dire, l'aboutissement de plusieurs semaines, de plusieurs mois de réflexion
entre le conseil et le futur cédant? Alors, en faisant bien la différence aussi, même si très souvent c'est quand même assez proche, entre la valeur de l'entreprise, la valorisation de l'entreprise plutôt qui est faite sur des éléments chiffrés, dans les 3 derniers bilans, enfin les 3 derniers comptes annuels notamment, et effectivement le prix de mise sur le marché, qui peut être parfois un peu différent si l'entreprise possède une particularité marquée sur un point ou un autre. Et effectivement, ce prix de mise sur le marché, il va devoir se rapprocher le plus possible de la réalité des possibilités d'acquisition des futurs candidats acquéreurs. Je pense quand même que le préalable, effectivement, dans la partie préparation, comme le disait Marc, c'est de s'appuyer sur de l'existant via les chiffres, via les méthodes d'évaluation, qui sont plutôt aujourd'hui effectivement orientées méthodes basées sur la rentabilité, plutôt que du pur patrimonial qui très souvent est pas forcément la bonne approche. Ça peut se rejoindre, mais très souvent, on va être plutôt sur des méthodes basées sur la rentabilité. Donc, de s'appuyer là-dessus pour qu'on soit convaincu que ce soit le cédant ou ses conseils, et c'est des choses qu'on partage entre nous dans l'accompagnement en amont de la cession, qu'on soit convaincu d'une valeur de l'entreprise, d'une valeur intrinsèque de l'entreprise, de ce qu'elle a pu démontrer depuis un certain temps. Et qu'à partir de là, on puisse déterminer un prix qui soit conforme au marché, à ce qui peut être finançable, et qui soit surtout argumenté, argumentable, et qu'on puisse le faire comprendre clairement à un futur acquéreur. Et là, alors, parce qu'il y a plusieurs méthodes, certains cédants annoncent la couleur, hein, en disant, ben voilà, moi je vends mon entreprise, voilà le prix que j'en attends. Voilà, ça le mérite, ça le mérite de la clarté. D'autres, au contraire, demandent aux différents acquéreurs intéressés de faire des propositions. Donc, ça veut dire quoi, David? Ça veut dire que... Je préfère qu'on ait un prix quand on vend quelque chose. Oui, non, mais on voit les deux. On voit les deux, oui. Hein, clairement. Donc après, il y a un risque d'être très décalé, il y a un risque de ne pas se comprendre, alors qu'au final, l'opération aurait peut-être pu se faire si on était parti sur des bases plus justes au départ. Donc, bon, enfin, après, chacun fait ce qui lui plaît, mais moi, je suis plus partant pour bien préparer en amont, valoriser correctement l'entreprise et argumenter un prix de cession conforme au marché. Voilà. Mais effectivement, parfois, on voit notamment des cédants qui se disent, ben, on attend, on verra bien ce qu'on nous propose. Exact. Je vais donner la parole à Cédric, qui nous dise un petit peu comment ça s'est passé, parce que là, pour le coup, hein, avec votre cédant, j'imagine du coup que le prix, il était annoncé, là, en l'occurrence. Il n'y a pas eu de... Oui, mais c'est vrai parce cohérent en plus par rapport au marché. Mais c'est vrai que parfois on a des repreneurs qui découvrent entre guillemets le prix très tard. Et ça, c'est un souci. J'en ai eu encore il n'y a pas très longtemps qui disait qu'après 4 ou 5 mois, finalement, il s'est aperçu qu'ils étaient à des années-lumière entre le cédant et le repreneur. Et le repreneur, il a perdu 5 mois. Donc, attention. Je pense qu'il faut, quand on est le repreneur, en tout cas, il ne faut pas avoir peur. Alors, on ne le fait pas au premier rendez-vous, on ne le fait même peut-être pas au deuxième rendez-vous, mais il ne faut pas le faire 6 mois plus tard, quoi, de mettre le prix sur la table. Donc, Cédric, par rapport aux attentes de votre cédant, vous avez eu, j'ai envie de dire, la chance d'avoir quelqu'un de raisonnable, réaliste dans ses attentes, où il a fallu quand même un petit peu... Justement, il avait su prendre le temps en amont, avant de mettre son entreprise à vente, préparer, ça c'est sûr. Et il a été accompagné par David, et donc il avait valorisé son entreprise, il avait structuré son entreprise pour la vente. Donc, il y avait un boulot et un cheminement de sa part qui était fait et qui m'a fait gagner beaucoup de temps. Et je n'ai pas eu besoin de l'amener sur certains points à réfléchir, c'était déjà fait en amont. Après, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, où le premier contact a été super, et ça a été un échange entre les deux hommes qui a matché. Et cette relation de confiance, ça a été faite dès le départ.
Et donc, très rapidement, on a pu aborder le prix sans frein. Et après, voilà, donc le cédant avait fait sa valorisation avec son historique. Et moi, j'ai fait ma valorisation de mon côté avec les prévisionnels. Le futur. Rejoignaient, et donc du coup, voilà, ça s'est fait assez facilement comme ça. Voilà. Donc ça, tant mieux, c'est pas tout le temps comme ça. Hein, il faut quand même le dire. Parfois, il y a aussi des cédants qui ne sont pas conseillés, pas accompagnés. Ça augmente énormément la difficulté. J'en ai rencontré. Et vous avez forcément, Cédric, dû en rencontrer. J'ai fait un peu ce que j'ai passé mon choix. Pour moi, il y a une surestimation qui était et oui, parce que vous en avez vu pendant toute la période de confinement, mais vous avez réussi à en voir quelques-unes, et notamment des entreprises à l'époque, évidemment, qui étaient en train de perdre beaucoup de chiffre d'affaires. Hein, et là, la grande difficulté pour les repreneurs, c'était d'arriver à estimer ce qu'allait pouvoir se reconstituer, évidemment, après coup. Tout à fait, notamment une où, et je rejoins aussi ce que disait David, où on avait bien avancé dans la négociation et en fait, parce que le contact était fait avant le Covid. Donc on a traversé le Covid et donc moi, j'avais plus du tout la même valorisation que aux premiers échanges. Et on a essayé de mettre donc, ces petites variables d'ajustement, donc notamment du complément de prix. Mmh. Et effectivement, on s'est vite heurté à les échanges beaucoup moins cordiaux et enfin voilà, donc tout le monde était sur la méfiance et donc des ententes un peu, des discussions plus compliquées. Donc c'est vrai que je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure où les variables d'ajustement sont à prendre avec de très petites pincettes. Mmh. S'il y a des questions, hein, on est toujours là pour les prendre. Alors, oui, c'est intéressant aussi sur le profil d'acquéreur et ce qu'il y a, savoir repérer celui qui acceptera de payer un petit peu plus qu'un autre. Est-ce qu'aujourd'hui, là je me tourne vers David, est-ce qu'il y a de réelles différences entre les personnes physiques, les personnes morales, des personnes morales qui, on peut le penser, sont parfois prêtes à payer un petit peu plus parce que ça va apporter une nouvelle brique à leur activité et que ça a une vraie valeur pour eux en tout cas. Ou bien finalement, est-ce qu'un repreneur personne physique accompagné par un fonds, hein, je sais qu'il y a Crédit Agricole Centre France là, qui a aussi un fonds d'investissement de proximité. Est-ce que les deux se valent ou est-ce qu'il y a des vraies différences aujourd'hui? Les stratégies ne sont pas du tout les mêmes, donc on aura des différences. Effectivement, un repreneur personne physique va chercher à s'acheter un avenir et une possibilité de se créer un patrimoine ou de développer une activité économique qui pourra peut-être à terme revendre avec ses contraintes, souvent malgré tout financières, donc cette difficulté-là. En revanche, un groupe ou un repreneur personne morale, en tout cas, lui aura une stratégie de développement. Il s'intéressera à la cible parce qu'effectivement, ça peut lui apporter un marché, des brevets. Ça peut lui apporter aussi, on le voit de plus en plus, des équipes en place et des équipes formées. Voilà, on voit de plus en plus de personnes morales qui s'intéressent à des petites entreprises, pas petites d'ailleurs, mais vraiment pour reprendre les équipes. Aujourd'hui, ça devient pratiquement moins difficile pour des personnes morales, pour des groupes en place, de racheter des compétences à travers le rachat d'une entreprise que de recruter. Voilà. Et c'est vrai que la pénurie de main-d'œuvre qualifiée fait qu'aujourd'hui, le levier de la croissance externe peut être la solution, hein, parce qu'ils gagnent du temps. Voilà. Là, ils ont tout de suite une main-d'œuvre qui sait faire. Ils achètent aussi des parts de marché. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la croissance externe reste complètement d'actualité, Complètement d'actualité. pour les petits groupes régionaux. Oui.
Et ça crée une concurrence d'autant plus forte pour des repreneurs personnes physiques, du coup. C'est certain. Alors, repreneur personne physique, moi je vais me tourner maintenant vers quelqu'un qui n'a pas encore parlé, mais c'est pour mieux l'entendre maintenant. Mathieu Vachette, et puis après, on fera défiler aussi, il y a 2 slides, vous verrez, qui sont très intéressantes sur ce qui fait perdre de la valeur à l'entreprise et puis ce qui, au contraire, lui en fait gagner. Mais Mathieu, voilà, je voulais vous donner la parole. Vous avez un parcours de cadre, on va dire, de grands groupes, entre guillemets. Donc, vous avez des états de service solides. Vous êtes, je crois, revenu ici en Auvergne, non? Je vais préciser un peu, du coup. Ouais, alors effectivement, quand je me présente, souvent on me dit c'est l'archétype du gars où ça va être compliqué. Parce que quand on travaille dans un grand groupe, on ne sait pas ce que c'est qu'une PME. On a vachement appris à faire les choses aux gens, mais faire soi-même, ça peut être dur. Le faire. J'ai entendu parler. Et puis à 42 ans, on n'a pas forcément un patrimoine fantastique qui permet de mettre une mise de départ importante. Donc c'est un pari audacieux. On peut aussi passer sur la question du changement de carapace entre le costume de salarié, qui est un costume finalement assez confortable, mais dans lequel on peut peut-être se poser des questions sur la réalisation, au costume de chef d'entreprise, dans lequel, je pense qu'on peut en discuter avec mes voisins qui seront plus experts que moi, mais on se réalise bien, mais effectivement, il y a beaucoup de risques. Voilà. Donc, en termes de profil d'acquéreur, moi, ce que je peux dire, c'est écrire candidat reprise. Je suis au tout début du processus. Pour rien vous cacher, j'ai dû croiser Stéphane il y a 10 jours. Voilà, ça vous donne une idée de mon recul sur la situation. Donc, je suis sans doute celui de la pièce qui connaît le moins de trucs. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'acquéreur, quand il initie cette réflexion pour passer de ce statut de salarié à un statut de chef d'entreprise, en fait, il lui faut un peu de temps et de maturation. Et là, l'aide qu'on peut avoir, soit par les réflexions, alors déjà avec les gens du CRA et autour, ou alors par des échanges avec des gens qui ont vécu des reprises, etc., c'est fondamental. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Vous n'avez encore pas suivi la formation du CERA, d'ailleurs, qui est encore. mais ça ne saurait tarder. Alors, aujourd'hui, donc vous avez restreint votre périmètre de recherche. C'est quoi? C'est le Puy-de-Dôme, en fait, pour faire simple ou... Oui, c'est ça. En fait, moi, alors pour du coup être un peu plus précis, mon parcours, il m'a amené à être dans des entreprises qui fabriquaient des objets, soit dans des fonctions de support ou de fabrication directement. Ça, c'est ce qui me plaît. On aime bien l'Auvergne. Puy-de-Dôme, on commence à se sentir amoureux de cette région. Donc, c'est effectivement un choix familial qui me conduit à sortir d'une logique de salarié dans un groupe pour aller dans une démarche au service du contexte local, quoi. Donc Puy-de-Dôme. Voilà. Le Puy-de-Dôme qui attire les forces vives, les repreneurs de demain, c'est super. Dans la salle, s'il y a des cédants, moi je m'intéresserais à un profil comme celui de Mathieu. Quelqu'un qui est super bien dans le Puy-de-Dôme, qui veut y rester. Pas de risque de délocalisation, là, par exemple, avec des groupes qui peuvent être tentés de rapatrier des activités. Alors, vous recherchez, donc, en plus, j'ai envie de dire, c'est courageux aujourd'hui, de mon point de vue en tout cas, de cibler des entreprises de production, avec tout ce qui... tout ce qui complique le jeu aujourd'hui dans des entreprises de cette nature. Moi, je trouve ça formidable. Alors, par rapport à tout ce qui vient de se dire, vous abordez ça de quelle façon? Qu'est-ce qui vous... est-ce qu'il y a des points que vous allez regarder en effet avec une vigilance toute particulière, parce que après tout ce qu'on a dit, on a vu qu'il manquait pas de points de vigilance aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez des cédants? C'est intéressant aussi. On a dit qu'il y avait des postures différentes au niveau des cédants. Comment vous imaginez les prochains mois? Les prochains mois vont être faits de rencontres, effectivement, avec
notamment un point clé qui va être pour l'entreprise qui est à reprendre, en quoi ce que j'ai pu faire, ce que je connais comme métier, va apporter à l'entreprise pour contribuer à son développement ou à sa pérennité. Et je pense que là se tient quelque chose. Donc en fait, finalement, il faut trouver quelque chose. On se dit, ouais, là, je vais apporter quelque chose. Quand on est couvreur et qu'on l'est de formation, reprendre une entreprise de couverture, ça paraît extrêmement logique. Quand on a eu des métiers dans des groupes un peu plus vastes, ça peut être un petit peu plus difficile de se positionner. Quand vous m'avez présenté, vous avez dit on veut reprendre une entreprise industrielle. Voilà, c'est un grand mot, et puis en général, c'est un capital immense. Je ne sais pas si ce sera ça, mais ce qui est sûr, c'est que en tout cas, c'est l'univers que je connais. Voilà. Et c'est autour de ça, du coup, que la réflexion se fait, mais ça peut passer par du service, ça peut passer par tout un tas de prestations possibles. Voilà. Romain Ciseaux, c'est vrai que les états de service aujourd'hui des repreneurs individuels, je voudrais que vous disiez un mot là-dessus parce que moi, j'ai quand même observé que là, dans le contexte plus chahuté des 2 dernières années, il était quand même très rassurant pour les prêteurs, en tout cas, d'avoir des profils de repreneurs qui connaissent bien le métier. Et c'est aussi une façon d'avoir au moins déjà un acquis, hein, à côté de beaucoup de points d'interrogation qui subsistent aujourd'hui, on l'a vu, mais au moins quelqu'un qui a un parcours qui parle pour lui. Est-ce que ça reste quelque chose d'important pour une banque comme la vôtre, par exemple? Je dirais qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il y a 2 choses très importantes dans l'acceptation ou pas d'un dossier. Ça va être le porteur de projet en lui-même et le projet, à hauteur de 50-50 à peu près. Donc oui, le porteur de projet en rapport avec son projet a un gros impact. Après, c'est vrai que si c'est une entreprise de couverture, bah, c'est mieux qu'il soit couvreur ou du moins qu'il prenne quand même le temps de passer un CAP et avoir quelques expériences parce qu'on est dans des métiers réglementés où on va avoir quand même du moins une certaine connaissance. Hein. Moi, je m'y connais, du moins, je nettoie mon toit, quoi, mais pour autant, est-ce que je referai une toiture? Pas sûr. Non. Maintenant, j'ai peut-être aussi les capacités très rapidement d'apprendre ce métier parce que j'en ai envie. Et voilà, donc ça, c'est à nous aussi de déceler. Est-ce qu'aujourd'hui, le porteur de projet est capable de sortir un peu de sa zone de confort et de se former? Alors, bien sûr, sur des métiers très techniques, on privilégiera quand même quelqu'un qui est du métier. Pour autant, d'autres métiers peuvent s'apprendre très rapidement. Après, ce qui est important, c'est la capacité d'adaptation de la personne et un peu son histoire, la genèse du projet. C'est ça qui est important. C'est comment il voit les choses et est-ce qu'il nous embarque dans son histoire. Et puis la taille aussi, parce que peut-être qu'ils vont rester dans l'entreprise justement des cadres qui ont le savoir-faire technique. Et puis l'apport d'un Mathieu Vachette, ça sera peut-être le marketing ou ça sera l'export, hein, parce qu'on a aussi des cadres qui ont de très beaux parcours à l'international et qui sont en capacité de justement d'ouvrir les portes de faire ouvrir les portes de l'export même à de petites PME. Donc, si le savoir-faire technique est dans l'entreprise, quelque part, hein, après, ce qui est important, c'est d'avoir un meneur d'hommes, c'est d'avoir quelqu'un qui saura bien gérer l'entreprise, plus que de savoir faire lui-même de poser une toiture. Hein. Alors, j'aime à penser qu'en fonction de la structure de l'entreprise, ça peut être vrai. Pour autant, je pense que quand même, pour les repreneurs qui sont là, comprendre tous les postes, y avoir passé même un peu de temps ou voir un peu les contraintes des uns et des autres permet de justement avoir un meilleur œil sur la stratégie future et notamment sur les calculs divers et variés que peut avoir un gérant. Bien évidemment, à partir d'un moment où il y a tout le savoir technique qui est présent, il faut aussi avoir une certaine crédibilité de manager et après se concentrer sur la stratégie plus que sur l'opérationnel. Voilà. Mais s'il y a une problématique, obligatoirement, on va venir vous chercher. Donc, il faut quand même avoir un petit peu de connaissances ou au moins avoir la capacité de résoudre un problème rapidement. Mais en l'occurrence, Mathieu, vous avez quoi, une formation d'ingénieur?
Je ne sais pas si je vais décliner tout le CV là, mais Non, mais donc la technicité n'est pas Ouais. quelque chose forcément qui va vous effrayer, hein, puisque quelque part c'est votre ADN. oui. Et en fait, effectivement, il faut, je suis d'accord, faire la différence entre ce qu'on sait faire et il faut quand même qu'on ait des bases. Ça peut être une connaissance aussi du milieu dans lequel évolue l'entreprise, par exemple. Et puis après, ce qu'on est capable d'apprendre. Voilà. Et on peut jouer sur les deux tableaux. Mais sur la capacité d'apprentissage, il faut avoir conscience que le costume de gérant n'est pas le même que le costume de salarié et déjà consomme une partie de cette capacité d'apprentissage. Donc après, il faut avoir validé quelques briques de, je sais pas quoi, technique, de management. Etc. Voilà en tout cas un profil de, hein, je trouve qui doit retenir l'attention des personnes dans la salle, je l'espère. On va terminer, si vous le voulez bien, par... on va se donner encore... Moi, je parle sous le contrôle de Marilus. Marilus, on a encore le droit à quoi, une dizaine de minutes? Allez, on a... Oui, Stéphane. Ah, où est Hélène? Parce que du coup, ah ben, très bien. Oui, il est tellement modeste qu'il a oublié de le dire. Mais est-ce qu'elle a un micro, Hélène? Parce que je... D'accord. C'est gentil de nous avoir rejoints parce que je sais que vous étiez assez loin. Vachette. Merci Hélène Griveaux. Et pour terminer sur la feuille de cadrage de Mathieu, vous me disiez au téléphone, Mathieu, que vous étiez en fait tout à fait à l'aise avec l'idée de reprendre, de commencer par une petite affaire. Parce que souvent,
Hein, le travers aussi des cadres de grands groupes, c'est qu'ils veulent tout de suite, ils se disent, ah bah moi, en deçà de 50 personnes, point de salut. Voilà. Or, ce n'est pas du tout l'approche, et c'est pour ça que je voudrais quand même qu'on l'entende sur ce point. Mathieu, vous dites, moi, aujourd'hui, reprendre une affaire d'une dizaine de personnes, ça me va très bien. Et ben voilà, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Je pense qu'on peut prendre des... Enfin, j'ai pris des immenses plaisirs dans des projets à 200 millions d'euros avec des centaines de personnes, comme dans des projets tout petits avec 4 ou 5 personnes. Donc, ce qui est intéressant, c'est quelle histoire on a envie de vivre ensemble avec cette équipe. Et voilà, comment on peut vouloir avancer. Après, la taille, c'est une donnée, c'est pas une cible. Et c'est vrai que c'est particulier parce que dans les échanges, systématiquement, alors, il y a deux questions qui viennent. Soit, voilà, vous avez combien comme apport, ou alors vous voulez quelle taille, quoi. Ce qui effectivement dimensionne un peu la taille du porteur de projet. L'aspect financier, je le comprends. Il faut bien financer l'acquisition. L'aspect de taille au niveau d'effectifs, en tout cas pour ma part, je la trouve pas pertinente. Il faut simplement, toujours pareil, que les compétences subsistent au départ du dirigeant existant ou que ce soit transposable. C'est là où il y a un risque qui peut être pris. Donc, quelque chose de tout petit, si le dirigeant portait tout par une connaissance personnelle de quelque chose, ça peut être difficile. Et si par contre, les compétences existent au sein des, je sais pas, 4 ou 5 de l'entreprise, à ce moment-là, on peut regarder. Cédric Bartomeuf, je voulais que vous reveniez aussi avant que j'oublie, que vous reveniez sur la façon dont vous avez financé, parce que c'est important, la façon dont vous avez financé le rachat d'une entreprise qui n'était pas toute petite pour le coup, donc avec une valeur aussi qui était, on l'imagine, assez significative. Comment vous vous y êtes pris ? Ça rejoint un peu ce qu'on dit. J'avais un apport personnel. L'entreprise avait des capitaux. La règle des 3-7 un petit peu. Et un apport. Et avec le pied de levier d'apport personnel par le réseau de la CCI, le réseau Entreprendre, et après la BPI qui a doublé aussi la mise de l'apport personnel, et donc ça a été monté comme ça. Donc de l'apport personnel avec un prêt d'honneur qui a été doublé par BPI, et le reste le financement donc sur 7 ans, et tout ça sans trop impacter le résultat non plus de l'entreprise dans les années d'après. La règle des 3-7, 70%. David ? Juste du coup pour connaître l'entreprise en question et un petit peu Cédric, ce plan de financement aurait peut-être pas tenu avec un autre profil que Cédric, parce que il a rapidement compris l'entreprise, il avait ses compétences qu'il a amenées aussi auprès de ses partenaires financiers. D'une part, et puis de l'autre côté, une entreprise bien structurée, bien organisée, avec des ressources humaines sur lesquelles il pouvait s'appuyer assez rapidement pour bien prendre la suite du cédant. Donc tout ça, c'est quand même un ensemble. Alors, il y a l'aspect financier, bien sûr, mais voilà, tout le contexte était quand même plutôt a été très aidant par rapport au financement aussi de l'entreprise. On va le voir avec une entreprise structurée. Hein, et ça fait partie des prérequis. On va le voir pour espérer bien vendre son entreprise. Alors, on va commencer par les quelques faiblesses, évidemment, qui peuvent coûter cher aux futurs cédants. Parmi ces faiblesses, alors une faiblesse qu'on retrouve quand même assez souvent, hein, c'est même le talon d'Achille de beaucoup de grosses TPE ou de petites PME, c'est l'intuitu personae de l'entreprise. Justement, c'est un peu le contraire de l'entreprise reprise par Cédric. Hein, c'est qu'on a un numéro 1 qui fait 80%
de ce qu'il y a à faire, quoi. Donc lui parti, ça, pour le coup, pour le repreneur, c'est une toute autre, c'est un tout autre challenge. Ça, comment, Loïc, vous avez des clients que vous amenez, vous, à la cession de leur affaire. On sait que ces correctifs, ils ne s'apportent pas en 15 jours. Ça fait partie des conseils que vous pouvez donner, en tout cas à certains clients que vous connaissez bien et qui n'ont peut-être pas suffisamment fait ce travail de structuration de leur entreprise en amont d'une future cession. Alors oui, c'est quelque chose d'important. On voit beaucoup d'entreprises où le dirigeant fait le développement commercial, lance les équipes le matin, voilà, gère un peu tous les postes. Alors après, il y a des entreprises qui ont les moyens de se structurer, et d'autres où c'est plus compliqué. Donc celles qui ont le moyen de se structurer, il ne faut pas que le dirigeant il hésite justement à recruter à certains postes, à déléguer certaines tâches à des employés qui existent, les faire monter en puissance. Capitaliser sur l'expérience de ses salariés, ça peut être pertinent, ou trouver à l'extérieur d'autres profils qui puissent l'accompagner et déjà qui puissent commencer à transmettre ce que lui fait dans l'entreprise. Voilà, ce qui peut même parfois déboucher à ce que certains salariés puissent reprendre la suite du dirigeant et faire monter un ou deux talents qui peuvent du coup devenir les successeurs. Il y a une ligne aussi que je trouve importante aujourd'hui, moi, c'est la trop grande dépendance vis-à-vis d'un ou deux fournisseurs. On a vu avec le Covid que le quotidien, moi je me souviens là, en 2020-21, le quotidien enfin surtout 2021, après les confinements, le quotidien des chefs d'entreprise, c'était de trouver des nouveaux fournisseurs. Et ils passaient leur journée. Moi, les repreneurs me disaient, mais je passe mes journées à appeler des fournisseurs. Avoir une entreprise qui a su se constituer un bel éventail de fournisseurs au lieu d'en avoir un ou deux, ça aujourd'hui, voilà, c'est tout de suite une petite, j'imagine, une petite valeur ajoutée à laquelle seront sensibles les futurs repreneurs. Alors, de plus en plus sûrement par ce qu'on vit actuellement. Oui. Après, il y a dépendance vis-à-vis des fournisseurs et vis-à-vis des clients également. Alors des clients, bien sûr. Des deux côtés. Déséquilibre du poste client, ça, c'est un classique, j'ai envie de dire. Mais l'autre point avec les fournisseurs, c'est vrai qu'il a été révélé, son acuité a été révélée par le Covid, en fait. Tout à fait. On a vu des délais qui sont allongés ou des clients qui ne trouvaient pas à se fournir de certaines matières. Donc après, il faut trouver le bon équilibre entre trouver des bons prix, négocier des volumes avec les fournisseurs et ne pas être dépendant non plus d'un seul fournisseur. Et oui. Trouver le juste milieu. Et là, c'est vrai que les cartes se sont beaucoup rebattues en tout cas sur ces 2 dernières années. Tiens, Michel Barge, il y a une ligne pour vous, un immobilier d'entreprise dont la détention peut se révéler bloquante. Vous avez raison. Il y a une ligne qui manque. Ah, alors là. C'est le conjoint. Ah oui. Et là, je vous laisse continuer. Parce que c'est important. C'est côté repreneur ou cédant? Du côté du repreneur. Oui, c'est important. Mais du cédant aussi, parce que il y en a qui ne veulent pas lâcher le manche, et c'est les femmes qui le disent. Mais attention, cette année, tu vends. Donc, en fait, les femmes, elles ont de l'importance des deux côtés. Pour le cédant et pour le repreneur, tiens, Mathieu, Madame Vachette, elle est comment par rapport, parce que pour le coup, ça engage complètement évidemment votre couple et votre famille. Elle vous dit quoi, Madame Vachette? Écoutez, j'ai le droit de venir. Non, ça fait partie des discussions. Ça fait partie des discussions et en tout cas, pour mon cas, une particularité, c'est que ce qui me conduit à opérer un changement, c'est un choix familial.
d'être ancré en Auvergne. Ouais. Donc, ce choix familial, il va imposer un certain nombre d'éléments de contraintes qu'il faut avoir en compte, effectivement. C'est-à-dire sur le fait de peut-être voilà, de garder une vie de famille, etc. Donc, c'est vraiment des éléments de discussion. Honnêtement, pour le conjoint, vu de chez moi, ça revêtra une réalité quand tu auras une cible. Bien sûr. Pour l'instant, oui, ça reste. Vas-y, observe. On verra plus tard. Mais tiens, Michel, rôle des conjointes. Vous avez eu un cadre repreneur qui s'est intéressé à votre affaire, sauf que madame, vous me disiez, ben, sa femme, elle n'a pas trouvé de job dans son domaine d'activité là ici, et donc du coup, ça remet en question le projet du repreneur. Vous voyez que le rôle des femmes, évidemment, est extrêmement important. Là, ça pose aussi la question d'avoir d'avoir des emplois salariés, en effet, pour les conjoints ou conjointes du repreneur. Ouais. Et il en manque dans le Puy-de-Dôme? Non. Bon, le cas était très simple. Ouais. Deux polytechniciens mariés. Ah, bah décidément, c'est la soirée des polytechniciens ce soir. Et elle avait un super job à Paris. Elle a essayé de trouver sur Clermont. Ouais, elle n'a pas trouvé l'équivalent, en tout cas. Ouais. Donc, ils ont décidé de rester pour le moment sur Paris. Dans le 17e. Bon. Ah oui. Au quartier. Voilà, les faiblesses. Et puis, on va terminer avec aussi quelques points forts qui peuvent, voilà, qu'il faut avoir à l'esprit et sur lesquels il faut travailler dans les 2-3 ans qui précèdent la session. Hein. Là, on a l'embarras du choix. Alors, évidemment, la forte récurrence du chiffre d'affaires, hein, c'est quand même aujourd'hui, c'est l'assurance tout risque pour les repreneurs. Hein. Ça, malheureusement, tout le monde, hein, toutes les activités n'ont pas cette récurrence acquise au début de chaque année. Voilà, alors la digitalisation, peut-être un mot là-dessus, parce que c'est un point faible ou un point fort. Comment c'est appréhendé aujourd'hui? On a quand même des générations de repreneurs qui sont, qui sont très à l'aise dans le digital, ce qui n'est pas forcément le cas de la génération des partants, hein, qui ont connu ça sur leur fin de carrière. Comment est appréciée aujourd'hui cette composante de la digitalisation ou du retard? La digitalisation, du en la matière. Elle est installée dans l'entreprise, c'est un point positif, puisque sinon, si ce n'est pas le cas, c'est des choses à très rapidement régler. Après, par rapport au Covid, beaucoup ont passé le cap. Il y a beaucoup de dispositifs d'aide à la transformation digitale. Et aujourd'hui, toutes les techniques de vente, de la com, passant par le marketing digital aussi, sont basées sur la partie digitale. Donc, ça serait se priver d'un élément incontournable de vente et de progression en termes de chiffre d'affaires et surtout de visibilité. Donc oui, il faut. C'est un point positif, oui. Encore plus si les compétences sont en interne, puisqu'aujourd'hui certains métiers sont presque introuvables. Oui. Et c'est vrai que avec le Covid, il y a des entreprises qui se sont engagées dans une digitalisation à marche forcée, parce que c'était ça ou mourir. Hein. Il y a eu des activités qui n'ont survécu que grâce à ça. Et c'est vrai que ça a ouvert aussi, hein, pour les repreneurs d'aujourd'hui, ça ouvre aussi tout un champ. On a par exemple des boîtes qui n'avaient pas de site internet marchand. Voilà, le repreneur, la première décision qu'il prend, c'est justement de créer ceux qui ont repris pendant la période Covid. Ils ont créé un site internet marchand et ça a permis de générer tout de suite un chiffre d'affaires qui n'aurait jamais existé autrement. Voilà aussi des opportunités, quelque part là, des relais de croissance qui ont été générés par la crise sanitaire. Hein. Donc ça, ce sont aussi des
ce sont des perspectives intéressantes pour les quadras, hein, qu'illustre bien Mathieu Vachette. Mais c'est vrai que voilà, des repreneurs de 35 ou 40 ou 45 ans, bah, c'est certains qui sont forcément très au fait de toute cette... de toutes ces nouvelles technologies qui génèrent qui peuvent générer aujourd'hui vraiment de réels relais de croissance. On a vu pas mal effectivement, d'entreprises qui se sont un petit peu digitalisées, alors par le Covid Oui. ou autre, parce qu'il y avait une opportunité, ou parce que c'était l'occasion d'y penser. Mais aujourd'hui, dans les entreprises à céder, qui ont, en tout cas dans les petites PME régionales ou grosses TPE, des entreprises qui ont une vraie stratégie digitale, de communication digitale complète, il y en a très peu en fait. Il n'y en a pas encore beaucoup. Il n'y en a pas encore beaucoup, donc souvent c'est un petit peu on bricole un peu un site internet, on fait un peu de réseaux sociaux pendant qu'on a un stagiaire qui sait faire ça, mais après, une vraie stratégie digitale globale, on est quand même souvent loin du compte. Donc c'est effectivement point fort, point faible, point fort pour un futur repreneur. Et c'est des territoires, on peut le penser, qui seront à défricher, hein, par les repreneurs, souvent d'une autre génération que les cédants. Voilà, est-ce qu'il y a, hein, on est resté dans notre timing, est-ce qu'il y a encore une ou deux? Bien sûr, monsieur, on vous écoute. Déjà établi, mais également de créateurs repreneurs. Oui. Et je voudrais intervenir sur un point précis sur l'immobilier d'entreprise. Oui. On n'est plus au XXe siècle, on est au XXIe. Et il ne faut plus faire posséder les biens immobiliers par la société d'exploitation, c'est plus d'actualité, ni même ne pas faire opter une SCI à l'impôt sur les sociétés. C'est une catastrophe à un moment donné. Ça, c'est des points précis. Et je voudrais intervenir sur un autre point concernant M. Vachette. J'accompagne un chef d'entreprise qui est en train de créer une structure de production et qui cherche des investisseurs ou des financiers pour l'aider à être plus crédible vis-à-vis des banques. Investisseur ou partenaire qui sera amené à peut-être même à reprendre l'activité parce que ce créateur a déjà un âge avancé et peut-être que M. Vachette, ça pourrait l'intéresser. Le petit moment de convivialité qui va suivre va complètement servir à ça, vous permettre d'aller au-devant des uns et des autres, de nos experts, de nos témoins, pour leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Hein, je dirais que la finalité de nos réunions, c'est justement de favoriser des mises en relation. C'est aussi de vous sensibiliser, bien sûr, sur, comme nos experts ont pu le faire ce soir, sur, j'ai envie de dire, toutes les subtilités liées à la cession ou à la reprise d'une entreprise en 2023. Vous avez compris que, il faut surtout pas vouloir le faire tout seul. C'est une affaire de professionnels. Et deux, il faut il faut savoir anticiper, il faut avoir à l'esprit un certain nombre de choses pour pas se prendre les pieds dans le tapis. J'espère que les conseils prodigués par nos experts vous seront profitables dans vos projets, que vous soyez futur cédant ou futur repreneur. Et je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Et maintenant, on se retrouve juste à côté pour ce petit moment de convivialité. Et puis encore, tous nos remerciements à la CCI de nous avoir accueillis comme chaque année ce soir.